y a tellement de gens qui se lancent, il y a tellement de mythos sur les réseaux sociaux que la quête de l'authenticité n'a jamais été aussi grande. T'as ce truc des grands entrepreneurs ou des grands CEO, on se dit toujours qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi, non, qu'est-ce qu'ils ont de moins. J'ai passé mon week-end à regarder mon téléphone parce qu'en fait ça s'arrêtait jamais. Les abonnés s'arrêtaient jamais, les likes s'arrêtaient jamais. C'était un truc, tu deviens zinzin. J'ai 2 problèmes dans la vie. J'ai très envie de rien foutre, mais j'ai bien envie d'avoir de l'argent quand même. La qualité des gens qui sont sur TikTok, je la trouve très médiocre. Un réseau social de gens immatures. Ce podcast est édité par Coleman Media, un label de podcasteurs spécialisé pour les coachs, les professions de l'accompagnement, les consultants. Comment est-ce qu'on crée une marque personnelle en 2023, à l'ère où tout le monde essaye de tout faire? Si là maintenant je veux me lancer sur internet pour mettre en avant ma marque personnelle et mon business, par quoi je commence? Bonne question pour commencer ça. Ouais, tout de suite, je te malmène un peu au début, comme ça après on est plus chill. T'as bien raison. Alors déjà, pourquoi déjà surtout créer sa marque personnelle? Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de gens se posent la question, de plus en plus de gens le font, mais sans réellement comprendre pourquoi. Et en fait, il faut juste réaliser que on est dans une époque où tout avance très vite avec les réseaux sociaux et de manière générale, le fait de pouvoir lancer un business est devenu entre guillemets beaucoup plus facile qu'avant. Et donc il y a de plus en plus de concurrence qui existe dans n'importe quelle industrie que tu fais. Et donc les deux vrais points qui vont te démarquer par rapport à tes concurrents, parce qu'en vrai il y a quasiment 0,0001 de différence entre toi et une autre agence, mettons de service. Ouais. La vraie différence, ça va être le fit humain, évidemment, et le fait qu'on te voit. Et donc pour qu'on te voie, il faut que tu aies un bon personal branding, que tu sois bien présent sur les réseaux sociaux, évidemment toujours que ce soit relié avec les services de ta boîte, ton industrie, parce que sinon ça n'a pas un grand rapport et ça va pas forcément beaucoup t'aider. Et après, comment le faire? Tu choisis tout simplement un réseau social qui est le plus adéquat pour ton business, en tout cas en fonction de tes objectifs. Si tu veux avoir plus de visibilité, ça dépend. En fait, vraiment, non, franchement, c'est vraiment à chaque fois en fonction de tes objectifs. Mais ça peut pas forcément être des objectifs que business. Parfois, tu veux juste avoir plus de crédibilité, plus de visibilité. Moi, je connais plein d'entrepreneurs qui le font pas forcément pour attirer des clients, mais juste pour être plus connus, parce que ils ont envie d'être plus connus, d'abord, voilà, c'est une bonne réponse aussi. Hein. Exactement, chacun a ses priorités. Et après, il faut juste comprendre qu'évidemment, si, mettons, tu montes une boîte de vêtements, une boîte de maquillage, en tout cas qui est très B2C, mais B2C grand public, LinkedIn n'est pas forcément la bonne priorité pour toi. Là, je te dirais, typiquement, mets-toi peut-être plutôt sur Insta ou sur TikTok, parce que tu vas toucher beaucoup plus facilement une large cible, et donc ça va être beaucoup plus utile pour toi. Si, mettons, comme moi, tu fais de l'ARP pour les entrepreneurs, ou tu travailles avec des grandes entreprises, LinkedIn, c'est juste évident, parce que ça reste un réseau social qui est B2B, mais également B2C, mais un B2C hyper qualifié. C'est le réseau social du monde professionnel, et donc aujourd'hui, le nombre d'opportunités que tu peux avoir grâce à LinkedIn, c'est juste hallucinant. Et après, il faut juste trouver les bons formats adéquats en fonction des bonnes plateformes. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens typiquement qui publient des vidéos sur LinkedIn. La vidéo n'est pas encore d'actualité sur LinkedIn. Je pense que ça va l'être, ça j'ai aucun doute. Ouais, ça viendra comme le reste. Exactement, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc en fait, c'est très bien, mais je pense que les gens, du coup, ça se trouve trop de temps à faire une vidéo pour LinkedIn, alors qu'en fait, ça se trouve, ça aurait fait un meilleur reach si ils avaient juste mis une photo ou un carrousel ou ce que tu veux. Et en fait, soit une petite vidéo pour Insta et TikTok, qui évidemment après ça reste exactement le même fond que LinkedIn, phrase d'accroche, une idée par post, etc. Et puis LinkedIn, juste un post avec une photo. Donc c'est vraiment pas si compliqué, puis la régularité. Mais avant tout, il faut juste choisir sa bonne ligne édito, le bon réseau social, et après c'est à force de tester que tu vois ce qui marche et ce qui marche pas. Est-ce que le bon réseau social, c'est que en fonction de ta cible, ou les conseils que vous donnez avec le surligneur à vos clients, c'est aussi en fonction d'eux, de ce qu'ils aiment créer, de ce qu'ils vont avoir de la facilité à créer, ou est-ce que au niveau d'entrepreneurs que vous accompagnez, c'est une question qui se pose même pas? Ça se pose pas vraiment, parce que la majorité des entrepreneurs qui, quand même, nous qu'on accompagne, ils veulent surtout attirer plus de clients, ou se faire connaître pour, in fine, soit lever des fonds, donc c'est aussi de la crédibilité. Mais aucun ne fait ça pour devenir, entre guillemets, un influenceur LinkedIn ou devenir une star LinkedIn. Donc en fait, les objectifs restent souvent les mêmes, et donc forcément, les thématiques qui les passionnent sont souvent des thématiques qui sont complètement liées à leur business, parce que ce sont des boîtes qu'eux-mêmes ont créées, donc forcément, c'est forcément lié à une passion. Donc il n'y a jamais, vraiment une question qui se pose là-dessus. Ouais. De toute façon, ils ont leur cœur d'expertise, ils aiment en parler, ils aiment diffuser, donc vous leur dites faut faire tel format, ils sont là, ok, on le fait. Exactement, oui. Okay. Puis généralement, c'est quand même souvent nous qui les produisons à leur place, donc d'accord, ouais. Il nous faut confiance. Vous avez quelle typologie de clients aujourd'hui sur le souvenir? Tu disais soit donc, des gens qui veulent faire plus de clients, donc c'est lead generation, choses comme ça. Vous avez des enjeux de crédibilité, d'autorité pour notamment des levées de fonds, par exemple. Ouais. Vous avez quoi comme type de clients et vous les accompagnez dans quelle démarche finalement globalement? Alors c'est toujours à peu près le même style de clients, c'est-à-dire des entrepreneurs qui ont, on va dire, une boîte généralement qui existe depuis entre 2 et 10 ans.
Parce que après, quand c'est au-dessus de ces années-là, généralement, soit ils comprennent pas forcément les enjeux de LinkedIn parce qu'ils sont entre guillemets pas trop vieux, mais pas forcément de la génération qui a grandi avec les réseaux sociaux, ils comprennent pas forcément l'enjeu. Ou alors ils sont tellement far away de ça qu'ils ont déjà internalisé le truc ou ils s'en fichent, c'est pas forcément une priorité. Okay. Donc c'est vraiment cette typologie de clients-là. Et après, c'est n'importe quelle industrie dans l'entrepreneuriat. On a à la fois des entrepreneurs à impact, on a à la fois dans la nutrition, comme on a dans le Web3, dans la tech, dans l'immobilier. On a vraiment de tout. Parce qu'en fait, on a, la majorité des filles qui travaillent avec moi ont une grosse base journalistique de formation. Donc en fait, qu'importe le client que tu accompagnes, elles sont totalement capables de réussir à trouver des bonnes informations et en plus des informations vraiment qualitatives, qu'importe l'industrie. Donc même si à la base, nous-mêmes, on ne connaît pas très bien l'industrie du client, en fait, in fine, ça ne change pas grand-chose parce que de toute façon, la communication, Greta Thunberg et Trump nous l'ont bien montré, c'est comme si tu parlais à un enfant de 10 ans pour que 100% des gens te comprennent. Ouais. Donc, on n'a pas besoin de s'y connaître aussi bien qu'un expert pour communiquer dessus parce qu'au contraire, il faut que quelqu'un comme nous puisse le comprendre. Et donc, quelqu'un comme nous, c'est souvent quelqu'un qui parfois ne s'y connaît pas très bien également. Donc, c'est généralement genre un truc qui fonctionne assez bien. Okay. Est-ce qu'il y a une vraie problématique justement auprès de vos clients et que vous devez donc travailler avec eux sur ce syndrome de l'expert, le fait de vouloir avoir absolument une pensée complexe et d'apporter beaucoup de valeur en donnant des conseils très pointus, alors que finalement les réseaux sociaux c'est pas ça? Est-ce que c'est un enjeu que vous avez avec eux? Pas forcément un enjeu, c'est juste de bien leur faire comprendre qu'il faut pas que des posts qui sont full valeur ajoutée, parce qu'en fait c'est la règle de l'entonnoir du tofu, mofu, bofu. Juste pour rappeler rapidement donc le top of tunnel, middle of tunnel, bottom of tunnel, et en fait plus tu descends vers le bas, plus les statistiques que tu fais vont être faibles, mais plus elles vont être qualitatives, parce que ça va être en fonction d'une niche dans laquelle tu te trouves. Et donc en fait nous on leur dit souvent qu'on va leur faire des posts qui est un mix entre des tofu et des mofu, très peu de bofu, parce que bofu c'est vraiment très très propre à ton entreprise, en mode tu viens d'annoncer que tu as lancé un nouveau service, ou enfin vraiment qui ont pour but de convertir au premier degré du terme, donc généralement c'est des posts qu'on les laisse eux-mêmes faire, qui d'ailleurs ce sont des posts que tu fais très peu, mais on leur dit on va pas vous faire que des posts tofu comme la majorité des agences vous font, parce qu'en fait les agences ont compris que les clients sont obsédés par les statistiques parce que c'est de la dopamine et ils ont raison. Mais moi je dis aux clients en fait moi au long terme je veux que ça soit utile pour vous, que je veux que ça soit héroïste. Donc, moi il y en a tellement de clients de d'autres agences qui sont venus chez nous parce que ok ils faisaient peut-être des bonnes stats, mais en fait à la fin ça n'a jamais converti en rien du tout. Donc ils disaient en fait on comprend pas trop. Je leur ai dit bah ouais mais en même temps ces gens-là vous faisiez que des posts entre guillemets tofu, donc en fait peut-être ça vous développez une communauté, mais une communauté pas du tout qualifiée. Donc si un jour vous faites un post un peu plus niché, ça va jamais vraiment convertir parce que les gens n'auront jamais réellement vu si vous êtes vraiment expert dans ce domaine-là en fonction. Donc il faut juste alterner, mais après encore une fois ça reste un réseau social, donc c'est-à-dire que tu peux tant que tu publies régulièrement, c'est pas grave si plusieurs fois d'affilée t'enchaînes que des posts qualitatifs et après d'autres fois des posts un peu plus inspirationnels. Tant que tu gardes le réflexe d'en avoir toujours un petit peu, c'est pas... Enfin, tu vois, les gens oublient souvent au bout de 5 minutes quel a été le post d'avant, tu vois, donc c'est pas non plus... Je sais plus qui disait ça, que de toute façon, la seule personne qui lit tous vos contenus, c'est vous-même. Oui, bien sûr. Et le temps de mémorisation d'un contenu sur les réseaux, je sais pas si c'est mesuré, mais enfin, moi, la plupart de ce que j'ai lu il y a plus de 24 heures, je me rappelle pas. Moi non plus. Et tu pourrais me dire que c'est une autre personne qui l'écrit, je te dirais, ah oui, ok. Est-ce que les gens que vous accompagnez ont un enjeu de « j'ai peur de m'exposer sur un réseau social où n'importe qui peut me répondre » ? Tu veux dire que t'es syndrome de l'imposteur ? Non, c'est plutôt ce truc qu'on a vu beaucoup avec les marques il y a quelques années avec l'arrivée de Facebook et Instagram, en disant non, je vais pas créer une page entreprise, sinon n'importe qui peut venir râler sous mon post, oulala, ça se maîtrise pas comme communication. Est-ce que les dirigeants que vous accompagnez, ils ont un peu ce genre de peur ou pas du tout ? Pas du tout. Non, généralement, ils posent la question de est-ce qu'il c'est possible de également développer leur page entreprise. Et là où je leur dis qu'en fait, ça va être une perte de temps. Ouais. Mieux vaut que la page entreprise riposte des posts écrits par le CEO ou par le représentant de la société. Mais en fait, les gens ont besoin de s'attacher, c'est le côté fit humain, ils ont besoin de s'attacher à un être humain. Ils ont besoin d'avoir l'impression qu'ils font partie de l'aventure, limite comme s'ils te connaissaient. Donc une entreprise, à part si t'es Nike ou Coca, c'est très compliqué de s'attacher à toi. Ouais. Donc c'est pas forcément... Ou alors, enfin, ça peut être utile, mais si vraiment t'as de l'investissement d'argent ou de temps à mettre. Mais sinon, c'est pas du tout un focus prioritaire. Je sais pas, t'en penses quoi, toi ? je suis assez d'accord. De manière générale, de toute façon, moi, j'ai jamais communiqué en tant qu'entreprise. Et à l'époque, je faisais du conseil, je l'ai jamais conseillé. Parce que tu l'as dit, en fait, on arrive à une standardisation des services et des produits, de plus en plus, tu vois. Donc qu'est-ce qui différencie ? C'est la backstory, c'est le fit humain, c'est la personnalité, c'est les missions et les combats, mais qui sont beaucoup plus difficiles à véhiculer en tant qu'entreprise, en tant que marque, qu'en tant que personne. Moi je crois depuis très très longtemps au CEO qui incarne son entreprise, qui est la nouvelle girl next door, qui prend la parole. On l'a vu arriver il y a plus de 10 ans aux États-Unis, ça commence à devenir une norme en France. Et moi je crois beaucoup à ça en fait, où le CEO, il doit rester remplaçable foncièrement, tu vois, parce que demain, ça pourrait être un responsable de com ou n'importe. Mais une marque qui est incarnée par un visage humain, qui communique les valeurs, les idées,
qui évangélise le métier, toutes ces choses-là, je pense que ça a du sens et ça peut te faire prendre une vraie longueur d'avance sur ta concurrence en fait. C'est vrai, écoute, d'accord. Est-ce que c'est difficile quand on est une boîte de jeunes, ça fait un peu vieux con dit comme ça, tu vois, mais... T'es pas si vieux toi encore. 34. Ça va. Ouais, ça va. Mais disons que je vois aujourd'hui beaucoup de personnes sur nos marchés, tu vois, sur tous nos métiers du digital, qui ont entre 20 et 25 ans, qui ont une expertise extraordinaire sur leur thématique, et qui se retrouvent à conseiller des gens de 45, 50, 60 ans, du monde corporate classique. Et je me suis toujours dit qu'il y avait des enjeux assez importants de crédibilité, où si tu veux, une personne qui est dans le même métier que toi, de par la capacité de donner un conseil pointu, voire en 4 secondes que ton âge, rien à foutre, en fait, juste t'es pointu sur ton métier. Mais est-ce qu'une personne qui n'a pas ton expertise métier, est-ce qu'elle peut le reconnaître? De quelle façon? Et comment tu... Est-ce que déjà, c'est peut-être un non-sujet pour toi, ça l'a toujours été? Mais moi, de l'extérieur, je me pose toujours la question, tu vois. C'est plutôt un non-sujet, parce que généralement, justement, travailler avec des... Enfin, tu veux dire vraiment travailler avec des gens beaucoup plus âgés, hein, ouais. D'accord. Généralement, ils travaillent avec toi parce que tu vas leur apporter un regard neuf, Ouais. un regard, entre guillemets, jeune, et un regard de compréhension du monde dans lequel on vit, Ouais. parce qu'on a grandi comme ça Ok. et qu'on est né avec. Et donc, justement, ils viennent chercher ça. Sinon, ils ne travailleraient pas avec toi, ils travailleraient avec des... Nous, typiquement, ils travailleraient plutôt avec des agences comme Havas, etc. Pourquoi des grosses boîtes comme BNP, etc., travaillent avec nous? C'est parce que, en fait, outre le fait qu'on est vraiment bon, c'est qu'on est plus efficace parfois que des grosses boîtes parce que ça va plus vite. Ouais, bien sûr. Et on comprend hyper bien l'industrie, mais même beaucoup mieux que des boîtes comme Havas en fait, parce qu'on est nous-mêmes, entre guillemets, clients de notre propre industrie aussi. On est nous-mêmes, on fait partie de la créateur économie, on est nous-mêmes, en fait, on a tous les biais, on n'est pas que le biais agence, on a également le biais client, le biais créateur de contenu, le biais tout, ce qui fait qu'on a vraiment un regard 360 dessus, là où la majorité des agences traditionnelles ne comprennent pas ça. Et les grosses boîtes commencent à le comprendre, et puis souvent, à force aussi de voir parfois les résultats en travaillant avec des boîtes plus jeunes, etc., ils ne veulent que renouveler l'expérience parce qu'ils ont bien vu que c'était un ROI qui était incroyable. Donc, et ça, c'est la force des réseaux sociaux, que d'ailleurs beaucoup de boîtes n'ont pas encore totalement assimilé. Heureusement, ça se fait de plus en plus, et tant mieux. Mais eux aussi, puis en plus, ils ont l'impression que tiens, ça va être jeune, ça va être cool. Enfin, tu sais, c'est vraiment cette vision que très jeune, ça va être cool. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, c'est eux-mêmes, ils se mettent dans un mood, je pense, où ils se sentent comme s'ils étaient eux-mêmes de la même génération que nous. Je pense que ça leur fait aussi du bien, même psychologiquement, je pense, même au-delà de la qualité de travail. C'est intéressant et c'est important comme message pour tous les gens qui nous écoutent et qui ont peut-être une super expertise, mais qui ont 20, 25, 27 ans et pourraient travailler avec des gens qui en ont 40, 50, 60. C'est de se dire, en fait, c'est pas forcément une faiblesse. Au contraire, ça peut devenir une putain de force de se dire, ben ouais, moi j'ai grandi là-dedans, moi j'ai dédié toute mon expertise à ça. Les gens de 50 ans, en fait, probablement qu'ils n'ont pas pu devenir experts de ce truc-là parce que juste ça n'existait pas en fait il y a 5 ans. Et en fait, ils ont besoin d'un vent de fraîcheur, c'est un peu péjoratif dit comme ça, mais ils ont besoin de petits jeunes très agiles, très experts, très digitalisés, qui ont grandi avec, parce que y a des automatismes qu'une personne qui n'a pas grandi avec Internet n'aurait pas, quoi. Exactement. Après, il faut juste faire gaffe de pas... Ils viennent justement travailler avec toi parce que justement t'es jeune et que t'es moderne, donc faut pas non plus s'adapter trop à leur code. Ouais, okay, dans le sens, je dis pas que t'as un rendez-vous avec eux, tu viens avec un jean troué et à peine habillé, décoiffé, enfin non, je dis pas de vraiment avoir ce cliché-là jusqu'au bout. En revanche, t'as pas besoin non plus de débarquer en costard-cravate comme n'importe quelle grosse agence peut-être aurait pu le faire. Parce que justement, ils viennent chercher chez toi ces codes-là de jeunes, donc évidemment, faut se mettre à leur... faut s'adapter à eux en restant bien élevé, à l'heure, enfin, des juste règles classiques de respect de base. Mais après, si parfois tu as des mots un peu cool, si tu utilises des mots un peu jeunes, entre guillemets, c'est pas grave, il faut pas se censurer. Et moi, j'ai vu beaucoup d'amis qui, à chaque fois, se transformaient. Une fois, j'avais un ami qui avait travaillé avec nous la journée, qui était venu bosser parce qu'il avait besoin de bureau, qui n'était pas de Paris. Et il m'avait dit, ah tiens, voilà, j'ai un rendez-vous, j'ai un call avec machin, etc. Et je le vois commencer dans la salle de bain, à se recoiffer. Enfin, il a raison, mais... Et je l'entendais un peu dans le call, et je lui ai dit après, mais c'était toi, mais c'était un toi beaucoup trop sérieux. Et c'est bien parce qu'il faut montrer que t'es pro, mais ne change pas fondamentalement ce que tu es, parce qu'à la base, c'est pour ça qu'ils veulent travailler avec toi. Et ce truc de t'as toujours peur que du coup, ils te prennent pas pour quelqu'un de sérieux si tu utilises je sais pas c'est quoi les mots des jeunes... T'as pas t'as une idée, toi moi je suis un vieux schnock. En plus, tu vas avoir un enfant là, donc tu devrais t'habituer. Je suis un vieux schnock, moi. Bon, je sais pas, mais bon, je te dis pas de sortir des miskines ou des trucs comme ça, mais des, tu vois, trop relou. Tu peux sortir un trop relou en plein rendez-vous. Bon, là, c'est quand même assez relou parce que c'est pas grave, en fait. T'as pas besoin de dire, bon, écoute,
écoutez, cher monsieur, non, en fait. Et ça, c'est Ouais, une erreur que. Ils attendent pas ça, en fait. Ça peut paraître hyper cliché ce que je dis, mais c'est vraiment la fucking réalité. Moi, j'ai vu tellement de gens de notre génération faire ça, et je leur dis, les gars, ils viennent bosser avec vous, vraiment pas pour ça, quoi. Donc, bref. C'est un petit rappel aussi, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de le remarquer et de. J'ai aussi ce truc-là, tu vois, parce que moi, dans mes clients, il y a quand même pas mal de gens qui vont avoir 45 à 60 ans. Et en fait, des fois, certains arrivent en call avec moi, ils me voient, je fais non, alors, par contre, moi, je tutoie tout le monde. Ne le prends pas pour un manque de respect, mais juste, en fait, factuellement, je tutoie tout le monde. Enfin, pour moi, le vouvoiement est un signe de déférence. Donc, je peux vous voyer le président ou la reine, tu vois, mais en fait, c'est pas parce que t'as 60 ans que je te vouvoie déjà. Alors, je travaille pas avec des corporates, hein. Je précise quand même parce que ça change tout. Je travaille avec des indépendants. Mais comme je parle en vidéo, comme je parle dans la vraie vie avec mes potes, je parle avec mes clients. Et comme je pourrais parler bourré à 2h du matin, je parle de la même façon, en fait. Et heureusement pour moi, je travaille pas avec des corpos, parce que juste ça passerait pas du tout. Mais j'ai décidé de parler de la même façon à tout le monde, en me disant, si je dois être quelqu'un d'autre que moi pour faire mon métier, ça va devenir très fatigant de faire mon métier. Et j'avais cette discussion en off avec Alexandre Mériguet. Il me disait, ouais, je me tâte à mettre ces lunettes, ce truc et tout. Il voulait un point de différenciation, tu vois, ce qui est très smart sur le principe. Je lui pose-toi juste une question, est-ce que ces lunettes, tu les kiffes vraiment et est-ce que tu les mets tout le temps? Sinon, ça va devenir chiant parce que tu vas devoir penser à les mettre à chaque fois que tu fais un truc. C'est vrai. Et c'est bien de singer un peu à l'excès un trait que tu as vraiment, parce que c'est facile à faire. Comme Benoît avec les casquettes. Voilà, il le mettait de toute façon, tu vois, sa casquette. Mais changer pour créer un personnage, le problème c'est qu'à un moment ou un autre, si ta boîte elle avance, tu vas être de plus en plus exposé publiquement. Donc tu vas être de plus en plus en représentation. S'il faut jouer un personnage tout le temps, c'est fatigant, quoi. Moi, je sors plus, quoi. Surtout qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui se lancent, il y a tellement de mythos sur les réseaux sociaux que la quête de l'authenticité n'a jamais été aussi grande. Et donc, si justement tu fais quelque chose qui n'est pas naturel, au bout d'un moment, tu ne vas juste parfois plus avoir le réflexe d'y penser. Donc en fait, les gens vont juste te cramer. Bon, effectivement, c'est mieux vaut être authentique et même pas forcément te différencier sur la forme, mais juste rester authentique et être très bon sur le fond. Et au fur et à mesure, tu vas juste te différencier parce que t'es bon, quoi. Tu vois. Bon, moi, j'ai plein de gens vraiment sur les réseaux qui me disent, ouais, t'es trop authentique. Non, juste, je suis normal. Je suis vraiment comme ça dans la vie. Ouais, mais en fait, ça étonne les gens parce qu'on en parlait tout à l'heure. Il y a tellement de gens qui racontent n'importe quoi qu'au bout d'un moment. C'est fatigant. Ouais, mais c'est le problème d'Internet. Et en fait, les Américains nous ont transmis un truc qui avait un bon fond et après parti en cacahuète. C'est le fake it until you make it. Ouais, sauf qu'en fait, fake it until you make it, c'était sur la confiance en soi, la posture, comment tu t'habilles, ce que tu te sens vraiment capable de faire ou pas trop. Mais en fait, les gens, ils ont transformé ça. On va fake les chiffres, on va fake le relationnel, on va fake l'ambition et ça va passer, personne ne va voir. Mais le français est sceptique, hein, donc il va poser des questions, quoi. Je suis bien d'accord, et surtout, les gens oublient qu'on est quand même dans un écosystème, celui de l'entrepreneuriat, qui est quand même à la fois large, mais en même temps très petit. Tout petit, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Tout le monde se parle. Tout le monde parle. Donc en fait, c'est... Surtout quand t'es à Paris, moi je le vois bien, parce que ça avance très vite. En fait, c'est trop con. Genre, parfois, t'as des gens qui disent telle info à telle info, téléphone arabe, tel truc, et à la fin, t'as pas du tout la même version. Et en fait, ça, du coup, si tu t'inventes une vie... Enfin, c'est une perte de temps, mais... En plus, ça doit être fatigant psychologiquement. À la fin, tu dirais même un peu mythomane, quoi. Je sais pas. Moi, ça m'épuiserait. Vraiment, j'arrive pas à arrondir les trucs qui m'arrangent. Déjà, mais c'est purement égoïste. Hein. J'ai peur d'oublier mes propres conneries, en fait. Et vu que quand je parle, je fais pas très attention à ce que je dis, je vais forcément me griller, tu vois. Et puis même, en fait, juste... moi, depuis tout petit, tu vois, j'ai dit une connerie, tu me confrontes, je deviens tout rouge. Déjà, tu vois. Donc bon... niveau capacité de mytho assez faible, tu vois. C'est fatigant, en fait. J'ai pas envie de faire un métier fatigant. Je faisais une conf il y a pas longtemps, je l'ai commencé par j'ai 2 problèmes dans la vie, j'ai très 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 envie de rien foutre, mais j'ai bien envie d'avoir de l'argent quand même. C'est marrant, ça. Et je suis un feignant qui veut réussir des trucs. Et donc à partir de là, j'optimise pour qu'il y ait le moins de friction possible. Et d'ailleurs, ça rejoint complètement l'histoire de la marque personnelle, tu vois. J'ai essayé de forcer comme un bourrin ma marque personnelle pour que ce soit moi. Et ça n'a pas toujours plu, ça n'a pas toujours marché comme je voulais, ça n'a pas toujours à la vitesse que je voulais, mais il fallait absolument que ce soit le plus proche de moi possible, quitte à ce que ça prenne 10 ans au lieu de 2, parce que je peux pas me forcer, c'est fatigant, j'ai pas envie de faire un truc fatigant. Je suis d'accord. C'est Drahi, je crois, qui dit... Non, pas du tout, c'est Bill Gates, je crois, qui disait ça. Donne quelque chose d'hyper compliqué à un feignant, il te trouvera la manière la plus intelligente et rapide de le faire. Et Valorant me l'a envoyé sur Instagram en DM hier. Bah voilà, parce que là, tu as dit que tu étais quelqu'un de très feignant à la base, et moi aussi. Moi, à la base, je suis quelqu'un de très flemmarde. Et je crois que les meilleurs entrepreneurs le sont.
Alors, je sais pas, on avait cette discussion avec Benoît Dubois la dernière fois. On se demandait, est-ce que tous les entrepreneurs qui sont brillants le sont, et est-ce que tous les entrepreneurs qui sont brillants ont souvent une revanche à prendre dans la vie Il y avait des questions qui se posaient. Et est-ce que tout bon entrepreneur, en tout cas dans tout bon CEO de boîte, puisqu'entrepreneur, c'est pas forcément la même chose, doit plus être un businessman qu'un entrepreneur. C'était plein de questions qu'on se posait qui sont assez, bref, un peu liées à ça, mais qui sont assez intéressantes. T'as ce truc des grands entrepreneurs ou des grands CEO, on se dit toujours qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi, non, qu'est-ce qu'ils ont de moins. C'est pour arriver à ce niveau d'engagement, battre ce niveau de difficulté, se manger ce niveau d'exposition, de backfire, etc. Il faut qu'il te manque profondément un truc que tu essayes de combler, tu vois. Bien sûr. Tu peux pas arriver au niveau d'un Elon Musk, Bill Gates, Oprah, des gens comme ça. Tu peux pas, si te manque pas profondément un truc, c'est trop dur en fait. Humainement, on n'est pas câblé pour manger autant d'exposition en fait. Non. C'est vrai qu'il faut avoir quelque chose que tu as envie de combler. Je pense, ouais. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça que moi j'ai toujours été un peu à l'américaine là-dessus, hyper optimiste, de me dire en fait tous les échecs, toutes les douleurs que tu as vécues, mais en fait c'est une tellement bonne chose parce qu'en fait tu es capable de te remettre de tout. C'est qu'une question de volonté, honnêtement. Ouais, je pense. J'ai tout connu sauf on va dire, je pense, le décès de père ou enfin parents ou frères et sœurs, donc à part ça je peux rien dire parce que je l'ai pas vécu. Le reste tu peux vraiment te remettre de tout. Et de ce principe-là, c'est même parfois une bonne chose d'avoir des difficultés dans la vie, parce que c'est ça qui va te donner la niaque de vouloir tout défoncer en fait derrière. T'as un truc à raconter quoi. Et puis oui, bon ça à la limite, bon ça c'est pour le storytelling. Non mais en tant que storytelling, tu vois, ça donne de la profondeur à ce que tu dis. Bien sûr, mais c'est surtout, c'est ça qui le matin fait que t'as envie de te lever, c'est ça qui fait que t'es fier de toi quand t'arrives à faire accomplir quelque chose, que tu te rappelles de toi à telle période en train de faire tel truc et tu te dis ok, là je me suis battue, là c'est beau, là j'évolue et puis ouais, non c'est ça, ouais, c'est un peu ça. Ça fait combien de temps que tu es présente toi, sur les réseaux sociaux à titre personnel ? LinkedIn, ça fait depuis novembre dernier. Ok. Assez récent, grossi assez vite. Instagram, je m'y suis mise en avril il y a un an et demi. Ok. Sur les deux réseaux, tu as fait des belles audiences assez vite, on peut le dire, donc, je pense. Ouais. Quelle était ta méthode ? Comment tu as fait ? Et attention, parce que la question, il y a un truc derrière, c'est-à-dire que tu as réussi à le faire en étant toi, en le faisant à ta façon, mais c'est plus comment tu l'as pensé, si tu l'as pensé d'ailleurs. Comment tu l'as pensé, c'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait le faire pour lui, elle, comment il peut s'inspirer de ce que toi t'as fait ? Déjà, je savais qu'il fallait absolument que je développe un réseau social. Mais j'avais un peu peur, j'avoue, à l'époque, de m'afficher en vidéo. Forcément, j'avais beaucoup moins confiance en moi que j'ai confiance en moi aujourd'hui. Et je pense que ce sera la même chose par rapport à dans 2-3 ans. Enfin, ça va être ainsi de suite. Et les garçons s'y ont mis avant moi. Les garçons, donc mes associés Jules Antonin et Valran, s'y ont mis 6 sont mis, oui. 6 sont mis, excuse-moi, je suis fatiguée. 6 sont mis avant moi. Et Jules a pris un moment assez vite. Enfin, assez vite, il a été genre un moment à 15 000 abonnés ou 20 000 abonnés. Enfin, il a pris un petit peu vite sur Insta, en faisant des réels. Parce qu'on savait très bien que la technique, c'était les réels. Il fallait juste qu'on trouve un domaine qui nous passionne. Moi, j'ai pris l'intelligence sociale, les soft skills, parce que j'ai toujours adoré comprendre le fonctionnement des êtres humains. J'ai toujours adoré écouter des Yann Pied, des Naval Ravikant. J'ai toujours adoré ça. Avec Valran, on en parle beaucoup, c'est un de nos sujets préférés qu'on a ensemble. Donc je me suis dit, c'est un domaine où je n'ai pas besoin de faire de recherche pour en tout cas faire assez de contenu au début pour m'y lancer et que ça ne soit pas frustrante si j'ai pas de résultat par rapport au temps que j'y passe. Et les garçons, ils ont chacun fait sur leur thématique en fonction de ce qu'ils aimaient. Et puis assez vite, en fait, un jour, ça faisait quoi, un mois que je postais tous les jours une vidéo. Et en un week-end, il y en a une qui a explosé. Et comme j'avais déjà d'autres vidéos sur mon compte, ça faisait que les gens s'abonnaient beaucoup plus facilement. Donc j'ai gagné 15 000 abonnés en un week-end. Okay. Et t'as ce truc de dopamine qui est juste hallucinant. La première fois que tu gagnes beaucoup d'abonnés, j'oublierai jamais cette scène. J'étais chez mon père qui habite en Nouvelle-Aquitaine. Et j'avais cette dopamine j'ai passé mon week-end à regarder mon téléphone parce qu'en fait, ça s'arrêtait jamais. Ça ne s'arrêtait jamais. Les abonnés s'arrêtaient jamais. Les likes s'arrêtaient jamais. C'était un truc, tu deviens zinzin sur le coup. Après, ça redescend, tout redescend. Et donc, en fait, aujourd'hui, tu vois, j'ai genre 106 000 abonnés. C'est comme si j'en avais 1000. Genre, dans ma tête, c'est devenu normal d'avoir 106 000 abonnés. Donc, j'ai même pas l'impression d'en avoir. C'est-à-dire que vraiment, j'affiche ma vie comme si j'avais vraiment 1000 abonnés. Et parfois, je me dis, putain, quand même, j'ai quand même telle personne qui me suivent. Enfin, je me réalise quand même. Je me dis, ok, quand même, faut que je fasse gaffe. Mais vraiment, je suis en mode, en fait, je m'en contrefous parce que j'ai l'impression que, en fait, j'en ai pas beaucoup. Parce qu'après, ça passe. Et bref, c'était la régularité. Et après, bon, j'ai fait la connerie de quand j'ai atteint les 100 000 abonnés sur Insta de plus publier autant souvent. Et aujourd'hui, malheureusement, je mets ça comme la dernière priorité de ma journée. Et comme souvent, les journées débordent, ça fait que je ne les fais plus. Il faut vraiment que je m'y remette parce que je sais très bien comment faire péter mon compte Instagram. C'est juste que je trouve le temps à le faire. Et puis, j'avoue que je me suis vraiment prise de goût pour LinkedIn parce que j'y crois hyper vite sur LinkedIn.
Et surtout, j'adore ça. Et outre le fait que j'adore ça, que je crois, c'est la première fois que j'avais cette sensation d'avoir des gens qui te suivent, mais en même temps qui sont hyper fidèles. C'est-à-dire d'avoir une vraie communauté fidélisée, dans le sens où quoi que tu publies, les gens vont plus liker et commenter, surtout parce que c'est toi, plus que pour le contenu que tu mets. Ouais, je l'ai remarqué aussi, ouais. Parce qu'ils ont confiance dans le contenu que tu mets, parce que tu leur as déjà prouvé que tu étais pertinent et bon. De gens qui me remerciaient dans la rue. Hier, dans le métro, j'ai un mec qui s'est arrêté, que je voulais que je lui donne un petit coaching sur LinkedIn. Bon, ça durait entre 3 et 4 stations, donc j'ai pas trop le temps. Et j'étais en mode, en fait, c'est hallucinant l'effet que ça fait aux gens, qui est encore plus fort qu'Instagram. Ok, j'ai pas le même personal branding sur l'un et sur l'autre, donc c'est normal. Mais après aussi, sans parler des répercussions positives que tu as sur le business. Enfin, c'est un réseau social qui vraiment, moi, m'a beaucoup matrixé dans le bon sens du terme. Et surtout parce que ça me pousse à devoir m'améliorer constamment. Comme je dois publier 3 fois par semaine et que je publie que 3 fois par semaine, pas plus, parce que je publie que du contenu hyper qualitatif et donc pas trop poster pour poster, ça fait que je dois continuellement moi-même devenir une éponge à contenu pour avoir constamment des nouvelles choses intéressantes à donner à ma communauté. Donc en fait, même au vis-à-vis de toi-même, c'est un challenge hyper intéressant, hyper sympa, qui te fait progresser plus vite. Donc depuis que je suis sur LinkedIn, j'ai progressé beaucoup plus vite qu'avant. Après, bon, aussi parce que tout évolue plus vite et que tu vieillis, que ce que tu veux, mais... Et donc c'est aussi important de le faire pas que pour les autres, mais surtout de le faire pour soi, mais pas pour les mauvaises raisons, pas juste pour être connu et machin. Aussi parce que ça te fait progresser, ça te fait réaliser des choses, ça te fait te remettre en question, ça te fait découvrir du contenu de d'autres personnes intéressantes. C'est ça aussi qui est vraiment l'aspect positif des réseaux sociaux. J'ai remarqué ça aussi. Alors, moi, j'ai pas de très grosses audiences sur les réseaux sociaux. Tu vois, je crois que j'ai 6000 personnes sur Instagram, 5000 sur YouTube. LinkedIn, j'ai un peu moins de 10 000. C'est que le début. Ouais, j'ai quelques milliers de personnes sur la newsletter, des choses comme ça. Mais là où on m'a le plus parlé de ce que je publie sur un réseau, c'est sur LinkedIn. Bah ouais. Et j'ai vraiment personne qui m'a dit « Ah, tes vidéos YouTube, ah, tes posts Instagram, ah, tes emails ». Mais j'ai tout le temps des gens qui me disent « Ah, tes posts LinkedIn, ah, je te vois tout le temps sur LinkedIn, à LinkedIn ». Je sais pas d'où ça vient, ce truc, parce que j'ai à peu près la même taille d'audience partout, donc en fait, ça devrait être la même chose. Non, parce que la cible est totalement différente. Ce sont des vrais êtres humains qui, quand ils sont sur LinkedIn, ils y sont vraiment pour regarder et apprendre du contenu intéressant. Ils scrollent pas. La majorité des réseaux, ils scrollent, ou en fait, ils sont là pour être là par réflexe social, par vitrine sociale. Surtout, moi, la majorité de mes amis de mon âge ne sont pas sur LinkedIn. Parce qu'en fait, c'est vraiment hyper qualitatif en termes de profils qui sont dessus. Et donc, forcément, les likes, les commentaires, les gens retiennent plus facilement qui tu es. Ce sont des vrais êtres humains derrière, comme les autres réseaux sociaux. Mais il faut que LinkedIn, ils prennent vraiment plus le temps. Et c'est souvent quand même des gens qui sont dans le monde professionnel assez actifs. Ouais, c'est les usages qui sont pas les mêmes, en fait. Donc voilà, c'est quand même une cible assez différente. Ouais, on pourrait dire presque que c'est au strict opposé de TikTok, en fait, en termes d'habitude de consommation. Quoi. À l'opposé tout à l'heure, bien sûr. Et tu peux avoir un post qui fait 1000, 2000 de reach sur LinkedIn, qui aura plus d'effet sur la mémorisation, l'autorité, la notoriété que 1 million de vues TikTok, quoi. Bien sûr, je suis complètement d'accord. Et pour autant, tout le monde court encore après les millions de vues et les millions d'abonnés sur TikTok. Ça dépend des gens. Moi, j'ai jamais été fan de TikTok. Je poste pour poster. Je sais pas, je dois avoir 40 000 abonnés. J'ai désinstallé ce truc. Ça me brûle le cerveau. Moi, je poste pour poster, mais parce que c'est la même vidéo que je mets sur Insta, donc je m'en fous. Ça me prend même pas 2 minutes à poster, donc évidemment, je le fais. Mais j'ai jamais aimé ce réseau social. Je le trouve profondément... Je sais que c'est... Enfin, je veux dire... Niveau plateforme, niveau manière de fonctionner, c'est 20 sur 20. Ça, c'est brillant, j'ai rien à dire. Ah oui, en revanche, la qualité des gens qui sont sur TikTok, je la trouve très médiocre. Et donc, moi, vis-à-vis de mon boulot, de ce que j'aime, c'est pas forcément la bonne plateforme pour moi. Pour moi, j'ai l'impression que TikTok, je vois ça vraiment comme un aspect très négatif. C'est très, pour moi, un réseau social d'ado. Un réseau social de gens immatures. C'est pas de l'âge ado, c'est de comportement d'ado, en fait. C'est ça. Parce maintenant, il y a des gens sur TikTok de 30, 40, 50 ans, hein, de plus en plus. Mais ils ont les mêmes comportements que les ados rageux de 13 ans, en fait. C'est ça. C'est vraiment... Et puis je trouve que c'est vraiment un niveau intellectuel tellement bas. Enfin, moi, j'ai du mal. Après, t'as beaucoup de gens qui me diraient profondément l'inverse. Hein, je pense que ça dépend de ce que tu cherches, de ce que tu vends. Oui, aussi. c'est ça. Plus t'es mass market, plus ça peut être intéressant. Bien sûr. Pour l'e-commerce, ça peut être très cool, selon les produits. Pour du conseil, du coaching, de la formation, de l'agence et tous ces trucs-là, j'y crois beaucoup moins. Et moi, j'ai pas très envie d'y aller. Et j'entends qu'on puisse me répondre que c'est un vieux truc de boomer. Ok, admettons. Antoine BM, qui était là juste avant toi, a fait l'expérimentation. Il a publié les mêmes contenus, il avait à peu près les mêmes tailles d'audience, TikTok, Instagram. De mémoire, je suis plus sur des chiffres, mais il les avait diffusés, sur un lancement par rapport à ses abonnés, machin, là où TikTok lui avait rapporté 8 000 € de vente, Instagram en a rapporté 80 000. Ça te dit de la qualité d'audience, en fait. Et Bien YouTube, sûr. probablement que ce sera encore 10 fois ça. Bien sûr.
Ça m'étonne pas du tout. Mais encore une fois, hein, moi j'aime pas parce que par rapport à ce que je fais et mon business, qui je suis, ça n'a pas de sens. Mais pareil pour toi. Quelqu'un qui est dans la mode, les bijoux, les cosmétiques, c'est évident cette personne doit être sur TikTok. Ouais, Après, c'est aussi oublier que le pouvoir d'achat est beaucoup plus faible. Hein. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs, les créateurs se font beaucoup moins bien rémunérer sur TikTok, alors qu'ils ont 10 fois plus d'abonnés que sur les réseaux sociaux. Tout est lié. C'est pas que au fait que tu prends des abonnés beaucoup plus vite que sur les autres réseaux sociaux, donc entre guillemets, l'abonné est moins qualitatif. C'est surtout parce que le panier moyen d'un utilisateur TikTok est 10 fois plus faible que celui d'Instagram, encore plus faible que celui de LinkedIn et YouTube. YouTube, on a plein d'histoires de gens qui ont 500 abonnés, 1000 abonnés et qui arrivent à avoir une activité pérenne. Je suis pas sûr que tu puisses la faire la même chose avec TikTok, quoi. Ah ouais, ça m'étonne aussi en revanche. Ça dépend de ce que tu vends et à quel prix. Si tu vends des petits trucs à 50 balles, non, avec 500 abonnés YouTube, tu fais rien. Par contre, imaginons que tu as une chaîne YouTube de micro-niche sur un sujet très pointu. Tes abonnés, t'en as 500 ou 1000, tu fais 200-300 vues par vidéo, ils sont très qualitatifs. En fait, il te suffit d'un client à 2000 balles par mois et tu as déjà un début de business. Je suis d'accord. Donc en fait, et ça, j'ai l'impression que tu le trouves que sur YouTube. Je l'ai jamais trouvé ailleurs. Oh, LinkedIn. Oui, c'est vrai, de plus en plus. Moi, ma chaîne YouTube, ça traumatise toujours tout le monde. J'ai, au moment où on enregistre, 5000 personnes. C'est pas ridicule, mais c'est pas très grand. C'est un bon début. Mais ces 5000 personnes ont permis de générer 130 000 euros de chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Et là, tu vois la puissance d'un réseau social qualifié. LinkedIn, je le mesurais encore mal jusqu'à récemment, donc je peux pas le dire. Mais je sais que ça monte aussi de plus en plus. Et je le vois vraiment. Hein. Moi, aujourd'hui, les réseaux sociaux... Moi, je te vois de plus en plus actif, surtout sur LinkedIn. Ouais, avec plaisir. Là, je me fais un délire où je poste 3 fois par jour. Ah oui. Mais c'est pas... je veux pas le garder, ça. C'est vraiment pour tester, comme une grosse brute, tous les types de formats que je peux avoir envie d'écrire et que j'écris facilement. Ensuite, je vais regarder ce qui marche le mieux sur la plateforme, ce que j'ai le plus aimé faire, et ce qui m'amène des résultats. Et ensuite, du coup, après avoir fait du volume pour comprendre les formats, parce qu'en fait, je suis en train d'expérimenter des trucs, tu vois. Derrière, je vais redescendre et je vais faire sûrement 3 à 5 posts par semaine, un peu plus quali que ça, et ce sera très bien. Là, 3 par jour, 90% de ce que je publie, c'est nul. Mais je teste des idées, en fait. Et je regarde comment la plateforme elle réagit, et j'apprends, en fait. Et j'expérimente. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui font appel à vous, tu vois, en tant qu'agence. C'est parce que vous avez l'expertise passée, que vous avez déroulée sur la durée, pour vos marques personnelles, pour celles de vos clients, etc., qui font que votre client, il n'a pas besoin de se taper 3 posts par jour pour comprendre ce qui marche. Ah bah non, ça c'est sûr. Et qu'il peut avoir des résultats avec 3 posts semaine. Moi qui ne comprends pas encore tous les tenants et aboutissants de la plateforme, je ne peux pas avoir de résultats avec 3 posts semaine. Je ne sais pas encore. Mais ça va me prendre 3 ans, quoi. Pas que ça à foutre. Ouais, je peux comprendre. Donc je fais le bourrin. Non, mais je peux comprendre, t'as raison. Non, mais de toute façon, si c'est une priorité pour toi et que t'as du temps à louer à ça, fais-le. Hein. J'ai des facilités avec ça. Vu que j'écris quotidiennement sur Facebook, par email, sur Instagram, à plein d'endroits depuis des années, je vais très vite. 3 posts par jour sur LinkedIn, ça me prend 30 minutes le matin. Mais je publie 3 à 10 contenus par jour, sans aucune exception, depuis presque 10 ans. J'ai une rapidité d'écriture, tu vois, c'est facile pour moi. Ça veut pas dire que quelqu'un d'autre doit le faire, ça veut pas dire que ce sera facile pour tout le monde. Juste, je vais vite. Ça veut pas dire que ce que j'écris, c'est bien, attention. Il me faut beaucoup plus de réflexion pour prendre quelque chose de vraiment bien. Mais écrire, ça va vite. Et donc, en testant mes formats très vite, après, je peux regarder ce qui marche le mieux et prendre plus de temps, tu vois. Mais c'est la technique entrepreneur, les mains dedans. Je pense que probablement qu'une fois que j'aurai bien compris, que j'aurai fait les débuts, etc., que ça aura fait un peu de business, un peu plus et tout, probablement que je déléguerai à une agence. Hein, que ça fout, quoi. Je suis pas créateur de contenu. Tu m'appelleras. Oui. De toute façon, qui d'autre, enfin. Quelle drôle d'idée. Les prochains enjeux du crayon, du surligneur, c'est quoi ? Bah là, on a levé des fonds. On a racheté une boîte, donc les Pépites de France, qui est un média. Donc en fait, les vrais prochains enjeux, surtout de la boîte, c'est de vraiment bien se transformer en tant que groupe média. Ce qu'on a déjà fait un peu et qu'on est vraiment en train de faire. Ce pivot parce que à la base on est quand même un média, on est passionné par cette industrie, elle est surpuissante cette industrie de plus en plus parce que maintenant que les médias digitaux sont autant considérés que des médias traditionnels, ce n'est que le début. Et donc nous on a vraiment pour objectif de devenir un groupe média où tu as mettons 5-6 médias dans notre panel, on ne veut pas en avoir 15, mais des médias sur des niches qui sont sous-exploitées. Et tu vois, les Pépites de France, c'est un média sur le patrimoine et tourisme en France. Il n'y a aucun vrai gros média qui met en avant le pays aux yeux des étrangers ou aux yeux de nous-mêmes. Pas correctement et sur les audiences internet. Voilà.
Donc t'as ça, le crayon, t'avais aucun média de débat en fait, qui est un peu comme le comptoir du café de manière un peu plus évoluée et un peu plus éducative, tu vois. T'avais pas ça en termes de médias non plus. T'avais à l'époque les émissions de Frédéric Tadei c'était On n'est pas couché ou ouais c'est ça. Je sais pas si tu connaissais mais ouais, bon, je connais, mais le problème de la télé. Et là où vous avez pris une vraie différenciation, une vraie longueur d'avance, tu vois. Et je le disais à Valorant la dernière fois qu'on s'était parlé, vous avez réussi ce tour de force avec le crayon média, de réussir à prendre des personnes profondément opposées et de les faire discuter sans qu'ils se jettent des chaises à la gueule. Et lui me disait que c'est aussi parce que le format télé est plus propice un peu à la bagarre que ce que vous faites. Moi je pense qu'en dehors de ça, en fait, vous avez posé un cadre que personne n'a posé avant, en fait. Ouais, c'est possible. C'est possible. On a mis du temps à trouver exactement ce qui marchait, ce qui marchait pas. On a testé, hein. De toute façon, c'est les astuces. Mais effectivement, non, c'est vrai, puisque c'est un vrai besoin, parce que là où les extrêmes sont de plus en plus puissants, pour moi, la manière la plus saine dans une démocratie de réunir les gens, c'est au travers du débat. En fait, au travers de l'échange, mais donc du débat. On va pas se taper dessus, on va pas se tirer dessus, on va pas se tuer, enfin, non. Donc en fait, t'as pas le choix. Et puis après, voilà, donc les agences continuent d'évoluer, hein, ça c'est sûr. On continue de recruter. Enfin, en vrai, c'est juste de faire un peu plus de croissance externe comme ce qu'on avait fait, croître toujours comme on est, s'améliorer, tester des choses. Et puis là, on a également développé notre tout nouveau studio dans lequel on est actuellement. Qui sont très très cool. Qui sont vraiment sympas. Surtout, il fait plus frais que quand t'es ce qui est plutôt agréable. Ouais, la dernière fois que j'étais là, il faisait un peu chaud. Ouais, il faisait vraiment chaud. Après, bon, on était en plein été aussi. Mais donc, ça fait du bien aussi de, tu vois, tout le temps, on innove, on change des choses. Tous les 6 mois, t'as souvent une grosse actu qui a débarqué. Donc, ça avance très vite. Hein. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Hein. Mais vous avez aussi cette activité donc, de production de podcasts en louant votre studio, en aidant à la prod aussi. Parce que vous faites pas que de la loc du lieu et du matériel, vous faites aussi de l'aide à la prod, il me semble. Ouais, c'est ça. Exactement. Ce sont ceux qui le veulent. Tu sais, quand t'as géré un média, surtout sur YouTube, peut toujours servir de pouvoir conseiller des gens là-dessus. Hein. J'ai quelqu'un qui me parle actuellement des différents studios qu'on peut louer dans Paris. Il y en a de plus en plus, ça se démocratise beaucoup. En termes de budget, vous êtes plutôt sur le haut du panier. Je pense. De ce que j'ai vu, ouais. Et il me demandait, cette personne-là, pourquoi je choisissais de venir ici. C'est parce que c'est plus simple. J'arrive ici, tout est prêt, tout est mis à disposition. J'ai pas à gérer les cartes SD, j'ai pas à vérifier les micros, j'ai pas à brancher quoi que ce soit. Je m'assois, je fais mon contenu, on m'envoie les rushs. Fin de la discussion. Et pour ça, je suis prêt à payer beaucoup plus cher que si je louais à l'heure un autre truc, parce que ça me simplifie beaucoup plus la vie. Et ça m'enlève de mon scope toutes les erreurs potentielles que je pourrais faire. Parce que moi, le matériel, la technique, j'y bite rien. Je suis une chèvre. Et je paye le prix pour le cadre, pour la facilité d'accéder à des gens intéressants, pour la simplicité que c'est de venir enregistrer ici. Et je pense que ça, c'est important dans le monde du service, finalement. Les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher que ce qu'on pense quand on leur simplifie la vie. Mais bien sûr. Mais ça, je suis bien d'accord avec toi. Et puis, c'est surtout que... En effet, le côté, là où tu disais tout à l'heure, on peut également aussi conseiller des gens sur YouTube ou des pros suggérer des invités, parce qu'en fait, c'est également notre industrie. Et en fait, généralement, on dit souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés. Bah, pas toujours, en fait. Nous, on a d'abord tout testé sur nous-mêmes avant de le faire pour les autres. Là où la majorité des gens le testent d'abord sur les autres et parfois ne le font jamais, surtout sur eux-mêmes. Donc, c'est souvent quand même ça qui différencie beaucoup des autres, et ça dans n'importe quelle industrie, hein, d'ailleurs. Mais t'as bien raison. D'ailleurs, ça me faisait penser... à cette discussion que j'avais avec Valorant l'autre jour c'est quand même fou, parfois il y a tellement de business que tu peux faire dans l'entrepreneuriat et que les gens ne font pas. Typiquement, c'est con, hein, mais le plus gros pain de l'être humain, c'est l'administratif. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est le fait administratif, ça concerne tout, hein, les impôts, l'assurance maladie. Je m'occupe de rien, voilà. Je paye des gens pour tout. Bah voilà, et donc ça, j'étais en mode, mais en fait, tu me trouves quelqu'un qui me pond un fucking logiciel, une appli, ce que tu veux, qui te résout tous ces problèmes-là. Mais le mec devient multimilliardaire. Je comprends pas comment c'est possible que ça n'ait jamais existé quelqu'un qui ait fait ça. C'est tellement relou. Et c'est comme d'ailleurs les RH pour les entreprises. C'est le plus gros pain d'une entreprise, c'est le RH. Mais c'est la même chose. Je comprends pas pourquoi les gens ne trouvent pas... Et bon, il y a plus de boîtes RH que de boîtes qui peuvent te trouver des solutions pour l'administratif. Mais encore, aucune boîte réellement qui est sortie du lot, où tu te dis, allez... Enfin, tu vois, et c'est quand même pourtant moi, j'ai une personne qui bosse sur moi et qui gère 100% de mon juridique, comptable, fiscal, administratif, etc. pour ma boîte. Il est oversubscribed, c'est-à-dire qu'il refuse les clients toutes les semaines, en fait. Il peut pas en prendre plus. Il y a tellement de demandes. C'est un des rares à être vraiment bon dans le monde de coaching, infoprenariat. C'est Félix Chassier qui bosse avec Antoine, qui bosse avec plein de gens. Mais c'est un métier qui est chiant aussi, en fait, en vrai. Et il y a des gens qui arrivent à trouver un craft et une envie de bien faire
et donc qui trouvent un vrai plaisir profond là-dedans, c'est le cas de Félix, mais enfin tu vois, je sais pas toi, mais moi demain tu me payes ce que tu veux, je veux pas devenir bon dedans quoi, peu importe le tarif, hein. Je mets pas le nez dans ce truc, c'est un enfer. Je suis d'accord. Mais il y a quand même forcément des gens passionnés ou alors des mecs assez malins pour se dire tiens, je vais me faire chier quelques années dedans et après ma boîte aura tellement scalé que c'est pas moi qui m'en occuperai. Enfin, tu vois aussi. Après, il y a aussi le millefeuille administratif français, la complexité législative, etc. Si demain tu dois faire une start-up pour gérer ça, bon chance. Tu vas te retrouver comme Hitch aux 20h. Hein. Bah, c'est pour ça que personne ne l'a fait, je pense. Ouais, je pense. Ouais. Mais c'est une vraie question. Ouais. Je lance la bouteille à la mer si quelqu'un veut se lancer là-dessus. Ah ouais, s'il vous plaît. Ouais. Qui m'appelle parce que je pense que je vais être cliente directe. Ah, mais moi, un truc qui me résoudrait tous ces problèmes-là. Et en plus, t'es prêt à payer n'importe quel prix pour ça. Ah ouais, rien à foutre. On n'a rien à faire, c'est tellement insupportable. Je meurs. Les papiers, tous les côtés, les accusés de réception. Tu vas 15 fois au guichet, il te manque toujours un papier, il manque toujours un truc, tu comprends rien. Enfin, toi, tu tires une balle. Ouais. Mais après ça, l'administratif français est très compliqué. Il y a plein d'autres pays où ça marche beaucoup mieux. Hein. En Suisse, tu les as au téléphone une fois, ils te disent il manque tel papier, tu dis attendez, je vous l'envoie par mail, la personne elle reste en ligne, elle fait c'est bon, je l'ai reçu. Vous voulez que je vous l'envoie par courrier? Non, c'est bon, je l'ai. Pourquoi tu saoules? Non, je suis d'accord. Bah, pour avoir vécu en Suisse, je confirme que c'est pas la même chose. En Estonie, t'as ta carte digitalisée que tu mets dans une petite clé USB avec ton empreinte de doigt et tu peux faire toutes tes formalités administratives en ligne, hein, d'acheter un appartement, signer des papiers officiels, payer des impôts, tout est digitalisé. Il y a plein de pays comme ça où tout est... Mais en France, ça n'arrive pas quoi. Après, on a un système qui est là depuis tellement longtemps, on a patché couche sur couche sur couche sur couche sur couche, et qu'en fait c'est devenu l'enfer quoi. Je pense que ça vient de là en vrai. Et après, il y a plein d'autres raisons qui sont plus politiques, mais ça pas à moi d'en parler quoi. Je me mets pas le doigt là-dedans. On va pas lancer le sujet là-dessus. Non, me pas le doigt là-dedans. Oulala, on maîtrise pas assez. Non. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil applicable, court, en besoin de rentrer dans des grandes théories, à quelqu'un qui veut se lancer sur LinkedIn demain? Est-ce que tu as 2-3 conseils que tu aurais envie de lui donner et qu'il pourrait appliquer tout de suite? Le premier gros conseil que je lui donnerais, c'est pas une blague, c'est de suivre Benoît Dubos. Parce que c'est l'une des premières personnes qui m'a profondément donné envie de me lancer sur LinkedIn, et surtout comment. Parce qu'il, en tout cas à l'époque, et je crois toujours maintenant, mais j'ai un peu moins le temps de lire tous ses posts, il en publie beaucoup, qui te donnait des vrais tips de comment avoir des idées de posts, des trucs comme ça. Il donne des trucs hyper actionnables en plus. Exactement. Ouais. En fait, de suivre des créateurs de contenu sur LinkedIn qui sont vraiment bons, qui font du contenu intelligent, pas des gens qui font juste des likes pour faire des likes, parce qu'il y a plein de gens qui font des likes, mais c'est pas forcément très qualitatif. Des gens, vraiment, le contenu est intéressant. T'as des mecs comme toi, non Georget, enfin, t'as plein de gens brillants. Tu les suis, tu regardes un peu la forme du post, le fond, comment ils font, les phrases d'accroche, etc. Tu sais, de faire un peu de veille là-dessus, mais auprès de gens intéressants. Et ensuite, tu trouves ta ligne édito, évidemment. Donc, il faut que tu aies quand même suffisamment, faut qu'elle soit suffisamment large pour que tu aies suffisamment de sujets dans lesquels traiter dedans. Et ensuite, tu essayes de poster une valeur ajoutée que toi, tu aurais adoré pouvoir trop tomber dessus, mettons 2-3 ans avant, écrire un post sur qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a 5 ans, raconter un post qui raconte comment t'en es arrivé là aujourd'hui si, mettons, t'as monté une boîte, un post qui des 3 astuces pour faire telle chose. Enfin, et après, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Mais moi, la vraie astuce, surtout, c'est quand tu postes, essaye juste, quand tu as fini un post, de l'écrire, essaie de tout de suite te forcer à trouver une idée pour le prochain post. Parce qu'en fait, tu es déjà tellement concentré, tu es déjà dans ton cerveau et dans la mécanique, qui fait que c'est beaucoup plus facile de trouver une prochaine idée de post que si 2 jours après ou le lendemain, tu dois te remettre dedans et retrouver une idée de post. C'est un vrai tip, parce que, bon, je dis ça, je le fais pas du tout, hein, donc je devrais me taire parce que je le fais plus du tout. Mais je le faisais à l'époque et c'était assez utile. Moi, je batch souvent. C'est vrai que c'est le premier est le plus dur, deuxième ça va mieux, t'en fais un troisième, c'est bon, je trouve que ça roule quoi. Les 2 premières minutes de concentration sont les plus difficiles. Mais une fois que t'es dedans, t'es dedans. Quoi. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil plus global que tu aimerais donner à ceux qui nous regarderont ou nous écouteront? Plutôt, avec quoi tu aimerais qu'ils repartent de notre échange? Qu'ils doivent absolument développer un bon personal branding s'ils veulent se démarquer et scaler. Ok, c'est un très bon conseil. Je te résume le truc très vite. C'est très bien. Si on veut en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, sur le surligneur, où est-ce qu'on te retrouve de façon privilégiée? LinkedIn. Ok, très bien. Et puis qu'il y a un autre très bon conseil, ils doivent absolument regarder toutes les vidéos que tu as sorties. Je pense que ça va bien les aider. Moi, je suis pour. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. C'était un plaisir. Ce podcast est édité par Coleman Media, un label de podcasteurs spécialisé pour les coachs, les professions d'accompagnement, les consultants. On édite des podcasts, des newsletters, des médias
aux côtés de ces coachs et de ces indépendants. Coleman Media étant une branche de l'entreprise Coleman Publishing qui, elle, propose de l'accompagnement. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, n'hésitez pas à regarder les liens dans la description. À bientôt.